Ok, ça va. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons un grand honneur de recevoir monsieur le professeur Jean-Pierre Béat Duboué. Cher professeur, vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour d'abord Christelle. Je me Bonjour. présente, je m'appelle Jean-Pierre Béadiboué. Je suis professeur à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa. Je suis chimiste environnementaliste. Sur ce point, je donne aussi cours à l'École supérieure de l'eau de l'Université de Kinshasa. Je suis encore président de l'ONG Horizon Vert, l'ONG qui s'occupe de l'environnement et du développement durable. Et je suis aussi point focal de EAA, c'est-à-dire que eau, assainissement en Afrique, dont le siège se trouve à Ouagadougou, à Burkina Faso. Et puis, pour le reste, je n'ai pas autre chose à dire. Non. D'accord, merci beaucoup, monsieur le professeur. En même temps, nous savons que vous êtes auteur de deux ouvrages. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos réalisations? Oui, je suis auteur de deux ouvrages, de même trois ouvrages. Le premier, c'est concernant la problématique d'accès à l'eau potable en RDC. En fait, la RDC, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui a potentiellement beaucoup d'eau et malheureusement, la population n'a pas accès à l'eau potable. Et nous avons essayé de parler de cette problématique. Et de la problématique, nous avons tiré la conclusion que le problème qui se pose en RDC, ce n'est pas la quantité de l'eau, mais plutôt de la qualité de l'eau et puis de l'accès à cette eau. Donc, il n'y a pas de réseau de distribution d'eau fiable et il n'y a pas de produits de potabilisation d'eau pour traiter de l'eau par la société qui s'en occupe officiellement, la Régie des eaux. Donc, nous avons dans cet ouvrage proposé des solutions suivantes. La première solution, c'est renouveler les réseaux de distribution d'eau. Ces réseaux qui sont vieux de plus de 50 ans depuis l'indépendance. Et puis, privatiser la société de distribution d'eau qui doit être scindée en deux parties. Une partie pour la production d'eau et une autre partie pour la distribution. Alors, le deuxième ouvrage est intitulé « Vulnérabilité des ressources en eau de la République démocratique du Congo sous contraintes climatiques ». Et vous savez que nous sommes dans plein de changements climatiques. Mais sous ces changements climatiques, quel est l'avenir des ressources en eau? Alors, les conclusions sont telles que, après les études de simulation de qualité d'eau, les conclusions sont que dans 50 ans ou dans 20 ans, nous n'aurons pas de carence en eau, mais nous aurons des problèmes sur la qualité de l'eau. Alors, c'est ainsi que, sous contraintes climatiques, il faut prendre des dispositions pour améliorer la qualité de l'eau. C'est-à-dire que pendant les changements climatiques, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est la sécheresse. Le deuxième, c'est les inondations. Donc, pendant la sécheresse, les eaux manquent. L'eau manque, la qualité de l'eau et la quantité de l'eau peut manquer. Mais pendant les inondations, il y a le problème de qualité de l'eau. Donc, c'est le cas qui nous concerne, nous, la RDC. On n'aura pas de problème de quantité d'eau, on ne va pas manquer de l'eau, mais plutôt la qualité de l'eau, parce qu'il y aura beaucoup de pluie. Et ces pluies vont faire le lessivage des sols et vont détériorer la qualité de l'eau. Alors, le troisième ouvrage, c'est intitulé « Une seule santé ». Parce que la santé est unique. Donc, il faut tenir compte de la santé environnementale, la santé animale et la santé humaine. Et souvent, quand il y a des épidémies qui arrivent, on tient souvent compte de la santé humaine, c'est-à-dire le médecin qui s'occupe des traitements des gens, mais on oublie deux autres santé, la santé animale, c'est-à-dire que les animaux peuvent nous transmettre des maladies qu'on appelle des zoonoses. Et puis il y a la santé environnementale aussi, la qualité de l'eau, la qualité de l'air et la qualité des sols. Et toutes ces santé, n'est-ce pas, concourent à une seule santé qu'on appelle la santé unique. Donc cette santé unique on appelle en anglais One Health, donc une seule santé. Donc c'est ces trois ouvrages-là que je écris pour montrer l'importance de la santé, surtout quand les épidémies arrivent. Et nous avons vu
nous sommes au 12e, au 13e épidémie d'Ebola, et on tourne en rond. Cela veut dire quoi? Et quand les épidémies arrivent, on ne consulte pas les environnementalistes, on ne consulte pas les vétérinaires, et ce sont les médecins humains qui s'accaparent des processus sans tenir compte que l'environnement a un effet sur la santé et sans tenir compte que les animaux avec lesquels, par exemple les chats, les chiens, avec lesquels nous vivons, peuvent nous amener des maladies. Donc c'est ça les résumés du troisième ouvrage que j'ai intitulé « Approche une seule santé ». Donc santé animale, santé humaine et santé environnementale. Voilà en bref ce que j'ai fait comme travail sur mes 3 ouvrages. Merci beaucoup. Quelles conclusions vous avez trouvées face à vos recherches? Quelles sont les pistes de solutions aussi? Mes recherches tournent autour de l'environnement. Vous savez, l'environnement, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens définissent très mal l'environnement. Qu'est-ce que c'est l'environnement? L'environnement, c'est 3 aspects. C'est les milieux de vie. Nous vivons, c'est-à-dire l'eau, l'air et le sol. Vous voyez, ces 3 milieux de vie correspondent à 3 états de la matière, ceux qui ont étudié la physique. Okay. L'état liquide correspond à l'eau, l'état solide correspond au sol et l'état gazeux correspond à l'air. C'est ça le premier aspect de l'environnement. L'environnement est aussi le style de vie. Comment nous vivons, quel est notre style de vie? Là intervient l'hygiène, donc la salubrité, gestion des déchets, gestion de l'air, gestion de l'eau. L'environnement aussi peut être le mode de vie. Comment nous gérons des ressources naturelles que nous avons? Nous avons la forêt, nous avons les eaux, et nous avons beaucoup de ressources naturelles. Nous avons des minéraux. Parmi les ressources naturelles, nous avons des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. Comment nous les gérons? Là intervient maintenant les processus qu'on appelle gestion des ressources naturelles, le développement durable. Qu'est-ce que c'est le développement durable? C'est un concept de développement basé sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'économie. Le deuxième pilier, c'est le social. Le troisième pilier, c'est l'écologie. Donc, il faut que les 3 piliers soient unis, n'est-ce pas, pour avoir le développement durable. Et savoir quel est l'environnement, quelles sont les richesses que nous allons laisser à la génération future. Tout en consommant pendant notre génération, qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future. Donc, le développement durable se pose à tous les niveaux. Tous les niveaux, niveau économique, niveau niveau de la santé. Quelle est la santé que nous avons ici pour prévenir la santé à la génération future? Donc, ça, c'est l'aspect de l'environnement qui concerne le mode de vie. Donc, bref, le mot environnement prend 3 aspects. Le milieu de vie dans lequel nous vivons sur la Terre, c'est-à-dire le milieu solide. Il y a des vies dans l'eau, c'est le milieu liquide. Il y a des vies dans l'air, c'est le milieu gazeux. Voilà ce que c'est l'environnement d'une manière générale. Donc, toutes mes études, ou du moins les études que je suis en train de réaliser, tournent autour de ce concept-là, environnement. C'est ce que je parle tout à l'heure, je viens de parler dans mon livre de Une seule santé, dans laquelle intervient la santé environnementale. Et je parle dans mon livre de l'eau. De l'eau, au fait, c'est un domaine de recherche, de prédilection, parce que c'est une ressource naturelle très importante. L'eau, c'est la vie. Sans eau, on ne peut pas vivre. Oui. Merci beaucoup, professeur. Vous parlez de l'eau. L'eau, c'est la vie. Sans de l'eau, on ne peut pas vivre. Si nous rentrons un peu ici chez nous, au site Kivu, précisément à Bukavu, nous avons carence d'eau potable. Est-ce que vous pouvez nous dire ce phénomène est lié à quoi, vu que vous êtes spécialiste dans ce domaine? Oui, disons que quand nous parlons de l'eau, c'est de l'eau potable, de l'eau douce. Voilà. Dans la nature, il y a le globe terrestre renferme 75% ou 74% d'eau. Le reste, c'est la terre ferme. Donc, notre globe terrestre, notre terre a 74% d'eau. Et d'ailleurs, un chercheur disait qu'il fallait appeler notre globe terrestre globe eau, au lieu d'appeler le globe terre. Parce que 74% c'est l'eau. Mais comment sont réparties ces eaux-là?
il y a des eaux de mer et des océans qui sont des eaux salées. Il y a des eaux de pluie, il y a des eaux douces qui se trouvent dans les rivières, dans le fleuve, dans les lacs, comme notre lac Kivu. Ce sont les eaux douces. Et ce sont ces eaux douces-là qui nous concernent, parce que les eaux de mer sont salées. Pour les rendre potables, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de produits, beaucoup d'activités pour enlever les sels. Alors nous avons la chance dans notre pays d'avoir des ressources d'eau douces. Nous avons beaucoup de lacs, nous avons beaucoup de rivières, nous avons beaucoup de fleuves. Et c'est ce qui fait que nous sommes riches en eau, en potentiel eau potable. Et d'ailleurs, en regardant statistiquement, on a constaté que sur la Terre, nous n'avons que 3% d'eau douce. 3% douce pour toute la Terre. Mais dans les 3%, 1% se trouve dans RDC. Wow, ça c'est une grâce. Oui, c'est une grâce, c'est un potentiel énorme. Et maintenant, pourquoi les Congolais n'ont pas accès à l'eau, à cette eau potable? C'est carrément, on peut dire, des contrastes. Vraiment des contrastes. Les problèmes qui se posent, c'est quoi? Nous ne pouvons pas consommer, par exemple, l'eau de lac qui vous consomme comme ça. C'est une eau brute. Et cette eau contient des polluants chimiques et biologiques, des micro-organismes. Et cette eau contient, sur les lacs Kivu, certains minéraux, certains polluants organiques. On ne peut pas livrer cette eau à la consommation. Il faut traiter cette eau. Pour traiter cette eau, il y a des produits de potabilisation d'eau que nous appelons les intrants chimiques. Et ces intrants chimiques, on les achète. On les achète. Le plus grand produit qu'on doit mettre pour traiter l'eau, c'est le chlore. Bon, il y a bien sûr les bromes et tout ça, mais le plus grand produit chimique qu'on utilise pour traiter, c'est le chlore. Et on utilise aussi le sulfate d'alumine, qui provient de la bauxite. Tous ces produits-là, chlore, le sulfate d'alumine, se trouvent dans notre pays. Et malheureusement, ces produits-là sont importés. Les pays s'arrangent pour importer ce produit. Et ceux qui le font, évidemment, en amont, ils cherchent des pourcentages, des commissions, ainsi de suite. On pourrait faire une usine de traitement de chlore dans ces pays en utilisant les eaux salées parce que nous avons des zones frontalières avec la mer, en faisant la distillation, pas la distillation, on peut utiliser de l'eau de mer et on extrait des chlores. Et le sulfate d'alumine, qui est un produit important pour la flocculation de l'eau, on peut l'avoir à partir de la bauxite. La bauxite se trouve au niveau des bas de Congo central. Mais malheureusement, tous ces produits qu'on peut produire sur place sont importés. Et puisque c'est importé, ça demande des devises. Et quand on manque de devises, il y a carence de produits. Et puisqu'il y a carence de produits, donc on ne peut pas livrer l'eau qui n'est pas traitée. C'est ainsi, à ce niveau-là, que je trouve que la régie des eaux est relativement honnête parce qu'elle ne peut pas vous livrer de l'eau non traitée. D'où les vocables qu'on connaît très souvent de lestage. On doit faire les délestages, on livre l'eau dans un quartier, et puis on livre l'eau dans l'autre quartier, et ensuite de délestage. C'est tout simplement par carence de produits de potabilisation d'eau. Et pour les avoir, il faut les acheter. Pour les acheter, il faut avoir les devises. Vous voyez comment nous tournons. Or, si on mettait les usines de production de produits de potabilisation d'eau sur place, on serait tranquille, on pouvait les utiliser tranquillement sans problème. Et ensuite, il y a le problème des réseaux de distribution d'eau. Maintenant, de nouveaux quartiers s'installent, de nouvelles villes sont créées, mais on n'a pas pensé au réseau de distribution d'eau. Les réseaux, c'est-à-dire les tuyaux qui passent d'un quartier à l'autre. Et ces réseaux-là, qui existent, datent depuis l'indépendance. Malheureusement, on n'a pas pensé à renouveler ces réseaux-là. Tout ça, c'est un travail global qu'on doit faire par l'État, parce que c'est l'État qui est garant de cet approvisionnement. Parce que garant dans quel sens c'est? Dans notre Constitution, dans l'article 42, si je ne me trompe pas,
il est prévu que l'État doit garantir l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Donc, c'est le problème de l'État qui doit le faire. Et aujourd'hui, on trouve des gens qui s'improvisent avec du forage d'eau, mais quand même, ils font ces forages d'eau. Et quelle est la qualité de l'eau qui sort de ces forages? Qui contrôle cette qualité de l'eau? Les gens consomment, dès que l'eau sort, les gens sont contents et consomment. Quelle est la qualité de l'eau qui sort de ces forages? Il est bien vrai que l'eau de forage est de bonne qualité par rapport à l'eau de surface. Donc, c'est des grands problèmes dans lesquels, des grands problèmes auxquels l'État doit donner des solutions. C'est un problème vital, l'accès à l'eau potable. C'est ça là où tournent mes recherches. Merci beaucoup, monsieur le professeur, et surtout pour cette interpellation au niveau aussi de notre gouvernement. Je pense que désormais, ils vont prendre en considération les recommandations. Connaissez-vous aussi Dr Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix? Oui, j'ai eu la chance de le voir particulièrement et j'ai pris même une photo avec lui pendant le deuxième congrès qui s'est réalisé ici à Bukavu du 3 au 4. Et c'est un homme qui m'a beaucoup impressionné. D'abord, de par le fait qu'il est prix Nobel. Je l'ai entendu dans la salle de promotion à Kinshasa. Et ici, à Bukavu, j'étais à côté de lui, on a pris une photo ensemble et ses idées sont formidables. Ce sont des idées pleines de sagesse et ce sont des idées très militantes. Et j'adhère à ces idées et je crois que en tant qu'intellectuel, lui aussi est grand intellectuel, et je crois que nous devons analyser les idées des gens et essayer de les amener très loin. Ce n'est pas pour rien qu'on a décerné ce prix. De ces prix. C'est à partir de ces idées, à partir des actions. Oui. Donc, ceux qui l'ont décerné les prix, c'est-à-dire qu'ils ont jugé ces idées et ces actions. Et nous adhérons carrément à ces idées, à ces actions, parce que ce sont des idées très importantes pour le développement des pays. Merci beaucoup. Vous avez parlé pour le développement de notre pays, et moi je me dis que pour mieux régner ou bien pour bien diriger, développer, il serait mieux que la personne soit à la tête. Donc quand je parle de la tête, il est question de diriger les pays. Selon vous, en tant que scientifique, en tant que professeur, vous avez eu le temps de l'écouter, de discuter avec lui. Est-ce que vous pensez qu'il serait... il peut aider au changement ou au développement de notre pays si une fois, nous, la population, nous lui demandons d'être notre dirigeant? Oui, je suis sûr que ce n'est pas pour rien que j'ai quitté Kinshasa pour venir assister à cette conférence. J'avais aussi d'autres préoccupations. Mon problème, c'est de le voir, de l'entendre. Il a de très bonnes idées, mais avec ces idées et ces plans d'action qu'il va le proposer, il peut aller très loin. Et moi, particulièrement, j'adhère à ces idées et je suis prêt à le soutenir parce qu'en tant qu'intellectuel, je crois que ces idées elles sont très bien et puis ça peut permettre au développement du pays. Parce que vous savez, notre pays n'a pas eu la chance, vraiment pas la chance, d'avoir des intellectuels qui ont des idées comme telles, comme Elsa. Et la plupart des intellectuels et la plupart des professeurs que nous sommes, certains sont là pour chercher de l'argent. Il n'y a pas de valeur. Vous voyez quelqu'un, un ministre, son problème, c'est avoir beaucoup d'argent, voler de l'argent, encaisser des millions, même nos députés, les sénateurs, c'est ça les problèmes. Et c'est pour la question, un ministre arrive au pouvoir, la première question est de savoir, est-ce qu'on peut avoir de l'argent? Trouver partout les moyens, s'enrichir. Et quand on s'enrichit, c'est des millions. Et des millions. À un moment donné, j'ai dit à mes étudiants, vous connaissez les termes millions. Alors j'écris les mots millions, les chiffres millions au tableau. C'est 6 chiffres. D'accord. 6 chiffres. Hein? Oui. Et maintenant, nous avons des millions, 50 millions, 80 millions. Vous voyez les chiffres, 80, derrière là, 6 chiffres. Et des gens prennent déjà des millions, ils disparaissent dans la nature et prétendent qu'ils vont nous gouverner. Non, c'est malheureux. Il faut des gens avec certaines valeurs intellectuelles. Des gens qui sont couronnés, comme le docteur Mukwege. Son
son élévation n'est pas congolaise, mais c'est international. Exactement. Son élévation est internationale. Et oui, nous devons l'accompagner dans cette élévation, dans le souci de voir notre pays se développer. Nous avons un grand pays en Afrique centrale, un grand pays au monde, qui possède des richesses énormes. Des richesses énormes. Et je veux peut-être vous parler de nos richesses. D'accord. Je suis chimiste. Ok. Comme je vous ai dit, je suis chimiste environnementaliste. Alors, si les gens qui ont étudié la chimie, ils regardent les tableaux de Mendeleïev. Vous connaissez les tableaux périodiques de Mendeleïev? Non. Avec des éléments chimiques. Ah, c'est dommage. Nous ne sommes pas du domaine. Oui. Il y a les tableaux périodiques de Mendeleïev. Mendeleïev, il s'appelle Dimitri Mendeleïev. C'est un Russe. Il est mort en 1885. À l'époque, il n'y avait pas de balance pour savoir tel élément chimique pèse autant. C'est maintenant que nous savons que ces éléments chimiques pèsent tel poids, ainsi de suite. Ce monsieur a classé les éléments chimiques par ordre croissant de masse atomique. Et il a fait 100 balances électroniques que nous connaissons maintenant. Et ça marche très bien, sauf qu'il a commis une erreur, petite erreur sur le calcium et le magnésium qu'on devait permettre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a laissé des cases vides à la fin du tableau. Il dit que ces cases seront remplies plus tard par d'autres chercheurs. Okay. Et tous les éléments qui se trouvent maintenant remplis dans ces cases se trouvent dans notre pays. Donc, le tableau périodique de Mendeleïev est rempli des éléments qu'on a trouvés dans notre pays, comme coltan. Coltan, c'est un nom composé, hein? Colombie, tantatil, il y a de merconium, tous ces éléments-là se trouvent dans notre pays. Mais nous sommes un pays béni, beaucoup de richesses minières et beaucoup de richesses naturelles, renouvelables et non renouvelables. Mais malheureusement, on ne veut pas vivre de potentiel, mais il faut rendre ces richesses potentielles en richesses palpables à partir desquelles nous devons vivre et nous devons trouver notre bonheur. Mais malheureusement, il y en a qui en profitent largement et en font d'autres choses, et une petite classe sociale ou une grande classe sociale n'en profite pas. C'est pour cela qu'il faut être derrière les gens qui militent pour le développement, qui militent pour la liberté, qui militent pour le développement de l'être, la personne humaine. C'est très important. Vous pouvez développer votre pays, avoir beaucoup de richesses, avoir des avions, avoir des trains, mais si l'homme n'est pas développé, et nous sombrons dans la pauvreté. C'est pour ça que je soutiens personnellement le docteur Mukwege dans ce qu'il fait. Hier, j'ai eu l'occasion de visiter l'hôpital. J'ai trouvé ça formidable. Je ne pouvais pas rentrer à Kinshasa sans voir cette œuvre magnifique. Et nous le soutenons aujourd'hui, si Dieu veut qu'il soit à la tête du pays. Merci beaucoup, professeur Jean-Pierre Béa-Dubué, d'avoir accepté notre invitation, mais aussi pour ce soutien aussi que vous accordez au docteur Denis Mukwege, comme vous le dites. Espérons que nous tous, nous serons derrière ces visions, ces luttes pour développer notre pays. Merci beaucoup. Nous les soutenons, et je crois que le soutien ne peut pas être verbal ou oral, mais il faut que les gens qui le soutiennent s'organisent. Nous devons être organisés, parce qu'il ne faut pas que de là, l'autre soutient de l'autre côté, mais il faut organiser le soutien dans un mouvement dynamique ou dans un mouvement de dynamique sociale et politique pour le soutenir. Pour cela, les idées sont là et on peut organiser dans tous les pays ces mouvements, et je crois que les choses peuvent aller de l'avant. Merci beaucoup. Quelques recommandations avant de finir. Des recommandations, moi particulièrement, je suis très heureux d'être à la radio Sylvain. Oui, Sven Média. Sylvain Média. Et puis, moi, particulièrement, je n'ai pas beaucoup d'idées politiques. Parler de la politique, parler des uns ou des autres.
mes idées sont centrées sur la science. Et comme cette science ne peut aboutir qu'au développement, c'est pour cela que je voulais partager avec les autres scientifiques du monde nos expériences, nos écrits. Et je suis content que j'ai parlé de mes ouvrages ici. Parce qu'ailleurs, pour le parler, il faut beaucoup de gymnastique pour en parler. Il faut aussi beaucoup de moyens pour en parler. Mais l'occasion qui m'est donnée par la radio, la radio, je crois que je vous remercie. Oui. Et comme nous avons parlé en coulisses, que il n'y a pas de hasard, nous sommes les chrétiens, je crois que Dieu fait des choses en son temps. Merci beaucoup.